Ça fait un petit moment que je propose qu'il existe des initiatives pour réinventer la démocratie. Et donc, on a la chance d'avoir ce soir Salam Okram et Jérémy Toussaint, qui sont des initiateurs démotivés en 2001. Donc, je vais rapidement vous présenter. Donc, Salah, il a été un des initiateurs de la liste démotivée, qui a conduit la liste, et qui a été élu d'opposition de 2001 à 2008 sur un mandat de juste basique puis le jour condamné. Et aujourd'hui, il est un des initiateurs de l'Assemblée des quartiers populaires. Oui, c'est ça, merci Julie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'essaie de vous intéresser de chacun. Je vais présenter Joël Ferrand, et puis après, les 5 minutes, si ça te va. Joël, du coup, est coordinateur du fameux Mixer Place et à l'initiative du collectif POIC. Donc les deux, Mixer et POIC, qui avaient rejoint l'aventure à l'initiative des motivés en 2001 précis. Du coup, ce qu'on va vous demander là, c'est de continuer effectivement de présenter ce qui s'est passé en 2001, en cause des conclusions de 2020, et ce qui vous semble la clé pour une nouvelle forme d'aventure, une telle aventure qui se passe en 2020. Allez. Bon, ben alors je redis. Donc, bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Et je ne sais pas si tu es arrivé à répondre à la totalité des questions. Bon, il y a une question, c'est que je pense que c'est au cours. En 2026, on gagne la vie. On fait refaire le son de la salle par semaine. Donc voilà, assez rapidement, parce que bon, voilà, avec Joël, on va faire 5 minutes chacun, parce qu'on a décidé de faire comme ça. Donc je vais faire 5 minutes. Donc l'expérience des motivés, donc en 2009, bon, c'est une expérience qui démarre à la fin de l'année 2020. Donc à la fin de l'année 2000, l'idée c'est quoi? On demandait, on l'a présenté comme des initiateurs parce qu'en fait, avec un groupe de militants associatifs, de militants des quartiers, le quartier des ISA, d'Assaut, le quartier depuis les années 80, on est voilà, héritier d'une histoire militante qui essaie de lutter pour l'égalité contre le racisme, les marches pour l'égalité contre le racisme. Donc voilà, on est de cette histoire-là. Voilà, une expérience associative, notamment sur les quartiers nord de Toulouse, avec, dans notre histoire, le groupe Zebda, par exemple, qui est né. Ensuite, avant la liste des motivés, on avait fait aussi l'Allemand motivé. Donc, on est très engagé sur des expressions qui sont aussi liées à la musique et au patrimoine musical. Et à la fin des années 90, on avait déjà constaté les limites, entre guillemets, d'un point de vue de l'expression démocratique, de l'action associative. Donc, on a fait une première expérience aux élections municipales de 1993, sur laquelle j'ai été colistier, qui était conduite par les Verts, Marie-Françoise Mégès. J'ai envie de faire une espèce de composition de la prise de l'épargne. Il y avait les Verts, les SR, et des communistes fondateurs et quelques citoyens comme ça. Bon, voilà, première expérience. Et ensuite, à la fin de ce mandat-là, un peu, de manière un peu bravache, un petit peu, voilà, on a fait lancer cette idée que, puisque ça se passait comme ça quand on était militant associatif, quand on militait dans ce quartier, comme ça voulait dire quoi? C'était la fin de l'ère Protis, ça voulait dire en gros en permanence. Occupez vos affaires. Alors nous, on a considéré que, bien sûr, on avait des choses à dire sur notre quartier, mais aussi sur l'ensemble de la ville. Et on a un peu lancé ça un petit peu de manière, un peu comme cahier dans l'eau, on va se faire une élection aussi. On va faire la liste. Et bon, alors, c'est pour ça qu'après les choses sont difficilement comparables entre les époques. Il y avait un temps. Les années 2000, c'était le Larzac, c'était l'hypermondialisme qui était plus haut. Donc il y avait quand même, je pense qu'on arrivait à quelque chose on arrivait à un moment où il y avait une attente particulière. Et ensuite, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de temps, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est très intéressant. Mais très vite, quand on a lancé cet appel-là, il y avait un temps, et
il y a eu des répondants, très répondants, avec beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette initiative. Et la façon dont finalement on a commencé à discuter et à rencontrer d'autres personnes, c'est sur la base d'expériences différentes. Il y avait des gens qui étaient, mais toi il en parlera, bon nous on était un peu dedans, tous des gens qui étaient dans le secteur, on va dire, culturel, ou des activités culturelles et artistiques. Il y avait des gens qui étaient syndicalistes, il y avait des gens qui étaient, par exemple, il y avait quelque chose de très important à ce moment-là, c'est la première élection de 2009 où la parité était obligatoire. C'est la première fois où il fallait autant de femmes que d'hommes. Donc, nous, on est allé voir des amis à nous, avec lesquels on a grandi, j'ai envie de dire, politiquement, qui sont des féministes, des militants de l'UMR, et qui nous ont répondu, ok, il n'y a pas de des défenses, il faut des femmes, féministes. Et ils ont répondu que vous aurez des féministes. Donc, il y avait 50% des femmes, 50% de féministes. Donc, et, en fait, il y avait des militants intermondialistes, et puis il y avait des gens, des personnes. Et je pense que ce qui a fait le ciment, et donc voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin, mais ce qui a fait le ciment de cette campagne-là, c'est qu'on a tous et toutes, c'est tout rendu compte de ce qui faisait notre point commun, c'est l'aspiration démocratique. Donc c'est pour ça que la question démocratique est devenue la colonne vertébrale de cette campagne-là. Donc à partir de là, en fait, on n'a pas cherché nous à faire un programme. On a démarré en disant, on n'a pas de programme, on aura un programme à la fin de la campagne. Donc on est parti comme ça. Voilà, on avait 5 commissions, une commission démocratie, une commission culture, une commission pour une société non sexiste, une commission pour l'écartement et une commission solidarité locale et internationale. Voilà, on avait 5 commissions. Et donc ensuite, on a fait cette campagne-là avec le dynamique, on a fait 0 meeting, on a décidé qu'on ne ferait pas de meeting, donc ça a été beaucoup. Alors peut-être que ça a fait notre succès, et puis aussi peut-être ça a pu effrayer. Je crois que c'est il y a déjà le temps, mais on fait assez. Voilà, donc du coup, si vous voulez, on en reparlera. Il y a, bon, j'espère qu'il n'est pas là, mais je vais juste dire ça. Il y avait quelqu'un, c'est un projet tout à fait presque personnel, mais il y a un site qui s'appelle elfilm.org. C'est André Sommermeyer, un vidéaste, on avait autorité à filmer, à tout filmer, y compris les négociations entre les mouvements. Donc vous allez sur le site, et vous allez, voilà, vous aurez le témoin de ces ordonnances-là, et si jamais il y a l'occasion, vous allez écouter, on va encore un peu plus dans les détails. Oui, merci. J'ai oublié de dire tout à l'heure, effectivement, juste après l'ensemble des témoignages que vous allez voir, vous avez, on a des ateliers, vous allez pouvoir avoir une demi-heure pour parler avec deux par exemple. Il y aura un groupe sur les motivés et un groupe sur chaque thématique qui vont être abordées là pendant les témoignages. Donc vous aurez le temps de rentrer dans le détail et de poser des questions à Salah et à Joël. Sur ces temps-là, vous avez une demi-heure après l'ensemble des témoignages. Je te relève la parole, Joël. Bravo, Salah. Bonsoir à tous. Joël, ça. Donc c'était comme dit Salah il y a une heure du temps, effectivement. En 1999, donc 2 ans avant les élections, il y avait par exemple l'occupation illégale de Richard Méris, de locaux en face du théâtre Garonne, qui avait réuni plus de 1000 personnes sur 3 jours d'ouverture, avec pour principe l'installation immédiate des ateliers. Donc il y avait déjà la ville, effectivement, qui exprimait des envies d'espace autre et de faire autrement que ce qu'on pouvait nous proposer des politiques blanc-blanc. À l'époque, on parlait en termes de culture, en tout cas, on parlait encore de théâtre, on parlait en 99. Pour parler du théâtre, on parlait du théâtre, on parlait, sinon, on avait l'orée sur le canton de l'opéra. C'est vous dire un peu l'ambiance, c'est vrai, dans laquelle on vivait. Donc, tous ces gens-là, effectivement, avaient très longtemps secret tout ça. Motivés, et juste un petit rappel, ah oui, il y a gagné parce que tout à l'heure, on n'était pas vrai. Donc, c'était bien EES, E-E-S. Et c'est très important, et ça a marqué énormément la campagne en question, et la commission qu'évoquait Salah en antisexiste, même avait fait remarquer à la commission de culture, qui était assez testostéronnée, avait fait remarquer déjà effectivement que ça pouvait poser question vis-à-vis de ça. Et donc, on peut dire que c'était très en avance par rapport à tout le travail maintenant qui se fait sur l'égalité homme-femme et la mise en lumière sur le milieu culturel, c'est particulièrement cruel. Par les directions de cette labellisée, etc., sur les méthodes en scène, les autrices, comment les artistes femmes sont mis en compte, la scène, etc.
On n'est vraiment pas la mélodie. Hein. Pourtant, normalement, l'imaginaire devrait être au rendez-vous. Donc Mixar, tout de suite, s'est reconnu dans l'intention, parce que l'idée, c'était on va faire campagne, on y va, on est en mouvement, et on détermine un programme tous ensemble, comme on peut, en échangeant, en se frottant. De là où on vient les uns les autres. Et c'est ça qui a fait la dynamique et la voix en question, en l'occurrence. Mais c'est ce qui a fait que Mixar s'est reconnu dans cette démarche-là. Parce qu'elle relevait d'une tentative d'autogestion, tout simplement, qu'effectivement, les Mixar sont sous acronyme, c'est collectif d'artistes autogérés. Donc, ça fait partie, évidemment, c'est constitutif du collectif en question. Donc, sur ces dynamiques-là aussi reconnues, ça fait énormément de débats au sein de Pixar. Vous imaginez des artistes concentrés, les Mars, les bords, très assumés, structurant la matière, ou le second, Anna, ça aussi. Et en tout cas, tout ce monde a pris la décision, effectivement, de s'associer et de s'impliquer très visiblement dans la campagne. Et avec ces outils d'artistes. Donc, ça a été comme ça qu'il y a eu la première vente aux enchères pour recueillir les premiers fonds pour alimenter l'action de la liste en construction de l'œuvre d'artiste qui était faite sur le lieu originel de Méris à Saint-Cyprien en bas de Loire. Ça a été à ce moment-là, en janvier 2001, l'occupation de l'ancienne préfecture en plein triangle d'or toulousain. Donc ça a la gueule, on va dire, puis on s'est bien amusé. Donc, les occupations illégales et légitimes, comme on l'a précisé à l'Union européenne. Et ça a été la création du WAC. Dès 1999, on a promis des rencontres lors de l'occupation des anciens locaux du lycée agricole, rue de. Comment ça s'appelle ce nom va pas revenir, on ne fait pas de temps là-dessus. Ok. Donc, à cette occupation-là, on a invité tous les acteurs culturels qui n'étaient finalement pas pris en compte à cette époque-là à nous réunir pour voir de quelle manière on pouvait constituer effectivement un rapport de force et être une force de proposition en termes de politique publique. Et donc, évidemment, des relations antérieures avec le tapis collectif, avec celle-là, ça a été la crèmerie, le cinéma Utopia, tout un tas d'acteurs de cette époque-là qui se sont retrouvés là, on s'est dit oui, on a une putain de puissance qu'il faut pousser à son limite. Et donc, c'est ce qui a permis la création du le collectif Urgence d'acteurs culturels. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des manifestants, une fois que c'était été élu, pas d'artistes, 203 Philippe. Votre même de droite, vous voyez, il est très progrès. Il avait adoré ça, il avait trouvé ça formidable. Et c'était le premier conseil municipal décentralisé sur le quartier nord, mais ça a été le seul, autant vous dire. Donc ça signifie un peu le courage politique, parfois, et ses limites sont. Donc voilà, ça a été Mixar, le WAC, pour goûter dans le prolongement et avec Motivé. Ça a été ce parmi-là. Et encore, plus dans le Super, merci beaucoup. Hélène Cabane, je suis conseillère municipale écologiste. Je siège dans l'opposition, c'est mon premier mandat, j'ai été élue en 2020 dans la liste archipel citoyen. En tant qu'écologiste, je vais vous expliquer comment finalement le Europe Écologie des Verts a eu une place singulière dans le mouvement archipel citoyen. À double titre, tout d'abord, la première fois, c'est qu'un certain nombre d'adhérents Europe Écologie des Verts, à titre individuel, se sont d'abord mobilisés au tout début de l'aventure en 2017, quand les réflexions se sont formées autour de plusieurs groupes, les Marvel, où il y avait vraiment l'idée de faire différemment de la politique et de remettre, on va dire, la démocratie au cœur de la municipalité. Et puis, le deuxième aspect, et l'Europe Écologie des Verts a joué un rôle important dans l'aventure archipélienne, c'est qu'on a été le premier parti à choisir, en février 2019, d'être dans l'aventure archipel citoyen et de mener cette campagne de 2020 avec la dynamique archipel citoyen. Chez les écologistes, on choisit on prend des décisions en fonction du principe de subsidiarité. Et donc, à l'échelle de Toulouse, on consulte les militantes et les militants d'Europe Écologie des Verts en assemblée générale au mois de février 2019 et on propose comme stratégie de s'allier avec l'archipel citoyen.
à plus de 60%, les adhérents de Toulousain décident de rentrer dans l'aventure archipel citoyen. Et on rentre de plein pied au niveau d'un cercle, dans différents cercles qui se sont déjà constitués au niveau de l'archipel, cercle de gouvernance, cercle de programmatique, etc. L'ensemble de nos militantes et de nos militants vont dans cette démarche archipel et commencent à travailler avec l'archipel citoyen. Il y a ensuite l'élection européenne de juin 2019. Au moment de ces élections européennes, les écologistes ont du tout en sort. Je suis souvenir que certains camarades archipéliens ont pris peur parce qu'ils se sont dit qu'on allait potentiellement partir. Pas du tout. Nous, la décision avait été prise en Assemblée générale par Europe Écologie Les Verts et par ses militantes et militants toulousains de faire alliance avec Archipel Citoyen pour les municipales de l'Orient. Évidemment, on est resté. Par contre, ces élections aussi ont permis à notre parti de rejoindre l'année dernière. On a eu le Front socialiste qui est arrivé, on a eu aussi le Parti pirate, on a eu également des dissidents socialistes, place publique. L'ensemble de ces mouvements sont arrivés et sont rentrés dans l'archipel citoyen au lendemain des élections européennes de 2019. Et c'est à partir de là, on va quand même le dire, on va pas se voiler la face, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est quand même à partir de là où les choses se sont compliquées. Sérieusement, ça a été difficile. On a eu des moments compliqués parce qu'on avait différents mouvements et partis politiques qui avaient une histoire différente. On avait cet outil, ce véhicule archipel citoyen très disruptif, très nouveau, très intéressant. Et pourtant, on avait du mal à s'auto-renoncer. On avait du mal à créer nos réponses. Plusieurs fois, il faut le dire quand même, plusieurs fois, on est passé proche de l'aboutissement de l'ensemble de la structure. Dans l'ensemble de l'archipel, notamment, il y avait des tensions, en particulier entre les partis politiques, mais aussi entre les incartés et les non-partis politisés. Mais heureusement, on est quand même arrivé à tenir. On a décidé, nous aussi, Europe Écologie Les Verts, dans la dernière Assemblée générale, de rester dans l'archipel citoyen et d'aller jusqu'au bout, même si c'était compliqué, même si c'était difficile, parce qu'on croyait vraiment à cette aventure. À titre personnel, moi, je reste persuadée que c'était le bon véhicule, au bon endroit, à Toulouse, où il y avait déjà une expérimentation, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais peut-être pas au bon moment, parce qu'effectivement, avec la crise Covid, ça nous a coupé dans notre élan. Et je me suis persuadée que les questions que je me posais à l'origine de l'archipel citoyen restent encore très présentes aujourd'hui. On voit la défiance qu'il y a encore à l'égard d'un personnel politique en France. Et je pense que c'est à l'échelle municipale en particulier qu'on peut arriver à retisser le lien entre les habitants et le réseau. Donc, on a de l'espoir pour la suite en 2026. Merci. Bon, je m'appelle Dominique Maréchaux, je suis ici parce que j'étais effectivement dans le processus archipel citoyen, j'étais candidat, et j'y étais au titre de la France Insoumise. Alors, pourquoi et comment? En 2019, la France Insoumise était un mouvement tout neuf et n'avait aucune expérience en matière d'élection locale. Il s'était formé avec l'élan des présidentielles, voire des législatives, mais pas du tout au plan local. Et donc, on était peu préparé à cette échéance de 2020. Quelques camarades, quand même, avaient travaillé depuis plusieurs mois dans un groupe d'action, un groupe de travail interne sur le sujet, mais bon, c'était loin d'avoir infusé sur l'ensemble du mouvement. Et puis est arrivé, les élections sont arrivées, les élections européennes, effectivement, où on a vu que chacun avait été de son côté, et donc, ben voilà, fait le résultat qu'il avait fait, et sans beaucoup d'addition des voix. Et donc, quid des élections municipales? On a entendu parler d'archipel citoyen. J'ai été parmi ceux qui, dans la France Insoumise, ont défendu l'idée que c'était un cadre intéressant, d'une part parce qu'il permettait d'unir des forces politiques, quand même de développer des orientations assez proches, même si elles n'étaient pas toutes semblables, et puis aussi parce que c'était un dispositif qui mettait à côté, et avec des mouvements politiques, des citoyens non regardés, et ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant, et donc nous renvoyait aux expériences à Barcelone, etc. Voilà, donc j'étais de ceux qui se sont dénoncés dans la France Insoumise pour que la France Insoumise intègre le dispositif. Il y a eu
des âgés. Et, je me souviens qu'une AG décisive dans la salle s'ensuivra, où il a été décidé à une large majorité d'intégrer le processus archipel citoyen. Donc, à partir de ce moment-là, des contacts ont été pris officiels et je pense que moi je n'étais pas, mais dans les discussions avec Archipel ont été définis un petit peu le poids que chaque organisation politique devrait pouvoir poser dans la liste à construire. Donc, à partir du moment où on a su qu'on avait 10, les droits de vote et 10 sièges, enfin 10 sièges dans la liste, et là, on s'est mis dans la France Insoumise, là aussi, à faire une AG, et il y a eu le vote, parce qu'on vote aussi à la France Insoumise, et donc il en est ressorti un classement avec des gens qui ont été mandatés d'autre part. Moi, j'étais mandaté, j'avais proposé ma candidature parce que je suis toulousain depuis 1994, j'avais aussi bien par plus haut, mon engagement associatif, professionnel, parce que j'ai fait un secteur de travail à Toulouse, et syndical, parce que j'ai fait tout le temps au départ CLT, puis officier, des tas de relations et des tas de contacts, et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour les municipales. Donc j'avais présenté la candidature, j'ai investi, et ensuite on a eu la grande préparation de testing. Donc, il a été fait à l'émission avec des élections à l'université. Et puis, le processus s'est déroulé. J'ai beaucoup participé aux ateliers programmatiques parce qu'il y avait des sujets qui étaient des sujets d'élection. Et je pensais que c'était intéressant de pouvoir infuser mes expériences dans l'écriture de programme. Tout n'a pas été rose. Il y a eu, effectivement, à l'aide de la vie, des moments de tension importants. Et d'ailleurs, il a fallu à la France Insoumise qu'on fasse plusieurs fois des votes pour savoir si on restait ou si on ne restait pas dans l'archipel citoyen. De fait, on a pu à peu près surmonter les tensions, notamment bon, c'est terminé, donc je termine dans ma phrase, notamment autour de l'ordonnancement de la liste et de la place de chacun dans les 60 et quelques postes qui étaient du moins à revoir sur la liste. Finalement, ça s'est résolu par un vote de tous les membres de la liste à 1h du matin, à 1h dimanche soir. Et finalement, on est reparti une aventure de campagne électorale complètement folle. Ça a été dit, effectivement. On est arrivé au premier tour épuisé, et ce n'était pas la Covid, c'était la campagne, mais c'était tellement intéressant d'être ensemble, d'échanger, de construire ensemble, de rencontrer, que vraiment je le regrette, même si je n'ai pas été élu. Oui, alors là, je suis plutôt régulier aujourd'hui de position au groupe alternative municipal citoyen, sur la liste d'architectes citoyens. Vous dire rapidement, j'ai jamais cru aux élections. Tout simplement, j'ai jamais cru que par l'institution, qu'on construit les conditions politiques, symboliques et culturelles d'un changement social, ou écologique ou démocratique. Je n'ai jamais cru à ça, puisque sur 40 ans, sur plus de bilan, la planète un politologue averti pour voir la dégradation aujourd'hui, sur tous les plans. Et donc, du coup, quand l'archipel citoyen est venu, avec cette notion de démocratie, mais dans le sens de la vulgarisation des questions sociales et écologiques dans la société générale civile, c'est l'appropriation des gens, de leur propre destin et des enjeux qui les intéressent, et comment construire, créer des conditions de prise de parole, parce que la parole est d'abord politique, c'est ça. Beaucoup de choses ne prennent pas la parole aujourd'hui, elles ne sont pas légitimes du tout, notamment dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, j'avoue, je n'ai pas souvent les quartiers populaires périphérisés, l'extérieur, géographique vers l'extérieur de l'histoire. Parce que voilà. Donc, du coup, j'avais saisi dès quand l'archipel citoyen est venu en posant ce paradigme, j'ai dit c'est là où il faut y aller. D'ailleurs, je suis allé 15 jours avant les préliminaires, la fermeture du préliminaire. C'est mieux que vous avez organisé cette préliminaire 15 jours avant, parce que les gens du quartier ont dit il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc, je suis allé, je le regrette. Donc, parce que j'apprends beaucoup de choses dans cette institution, et ça confirme
une idée que j'avais avant, c'est qu'il n'y a pas de changement social sans articulation des savoirs, ce qu'on appelle la démocratie dite délégative, et surtout avec la démocratie participative réelle. C'est-à-dire la question démocratique, à mon point de vue, est transversale. Elle doit toucher toutes les délégations d'une métropole et d'une municipalité. Et dans le prochain programme, je pense qu'il n'y a pas de démocratie sans lieu. Il faut créer des lieux dans les secteurs. Mais on a un lieu pour que les gens puissent se rencontrer, construire eux-mêmes, discuter de leur quotidienneté, de leurs problématiques, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, pour aller très vite de cette expérience, l'échec est dû, bien sûr, à le Covid, tout ce qu'on avait dit, mais il est dû, surtout, à un handicap intellectuel et politique de la notion de l'unité et du rassemblement. Parce que vous savez, au 12e tour, en 2020, une partie de la gauche, des personnalités de cette gauche n'ont pas appelé à voter la liste qui était première. Et ça nous a handicapés d'une manière extraordinaire. On devrait tirer des enseignements aujourd'hui sur cette question-là. Je vous invite tous dans vos formations politiques, citoyens qui ne sont pas organisés, à œuvrer vers l'unité et le rassemblement, parce qu'en termes programmatiques, sincèrement, on voit tous pratiquement la même chose à dire pour le 18%. Donc, c'est juste des égoïsmes, des individualités qu'il faut casser à mon point de vue. Il faut de nouvelles pratiques, donc une collégialité. Et allez-y, œuvrez vers l'unité. Et je finis par un appel qui s'appelle le Printemps toulousain aujourd'hui. Donc, le cheveu est là, voilà, ils sont là, c'est super. Et qui œuvre vers ça. Donc, allez-y, signez cet appel-là pour qu'un rassemblement le plus large de la gauche puisse se faire. C'est dommage, parce que tout simplement, tout à l'heure, je traversais les ponts Saint-Pierre. À chaque fois que je traverse ce pont, je m'arrête, je prends des photos, c'est tellement beau. Je dis, cette ville, elle est belle. Il y a un patrimoine extraordinaire, culturel, architectural, historique, politique, hein, c'est la ville d'exil espagnol, et des valeurs. Et qu'elle soit gérée aujourd'hui par des gens qui n'ont ni esthétique, ni éthique. Merci. J'étais à Davos depuis pas mal de temps, et moi j'ai suivi le processus de plébiscite. C'est-à-dire que c'est des potes où je me dis, bah vas-y, quand j'ai vu mon nom apparaître, puis en fait ça a pris, et finalement quand j'étais dans la shortlist, faire le petit passage d'Est et des Mirail, finalement après être désigné candidat. Mais voilà, je pense que c'était un coup monté à la base. Alors au début je ne savais pas trop qui organisait Archipel, mais vu que tous mes potes y allaient, c'était comme une soirée après. Je me dis, bah, je ne sais pas qui avait, mais je vais quand même tous les potes qui vont. Et après j'ai compris un peu qui étaient ces gens. J'ai vu un peu les valeurs qui étaient proposées. Donc au début, Archipel, il n'y a pas de programme, ça s'articulait autour de 4 piliers, autour de l'écologie, sociale, l'environnement démocratique, etc. Donc ça me rassurait. J'étais bien à gauche, parce que moi, historiquement, je milite dans des assos de gauche, mais d'ultra-gauche, même quand j'étais plus jeune. Certains diront ultra-gauche, mais c'est que de la gauche. Dans les syndicats. Donc ça m'a rassuré, parce que je savais où je mettais les pieds. En même temps, c'était assez vague pour que je puisse l'interpréter à la manière. Donc je suis resté dans Archipel, assez motivé. Donc là, c'est là où j'ai fait la rencontre de plein de gens, super. Parce que moi j'ai bossé pour le programme, mais aussi dans mon quartier. Donc moi j'étais justement avec Dominique qui était parti, mais avec Dominique on était beaucoup au 7 deniers, à Zepdenier, au Pont Jumeau. Et ça aussi c'était chouette de voir des gens qu'on croise finalement dans le quotidien, qui ne sont pas de notre parti ou je ne sais quoi. En fait, je se retrouve au marché des 7 deniers le dimanche matin et on traque, on finit, on voit la priorité. C'était vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que c'était super riche pour ça, c'était un super outil de formation. On a appris beaucoup de choses sur le rôle des élus, etc. Et puis après, c'était épuisant, donc en effet, nous, quand je dis nous, c'est, on va dire, une vingtaine de candidats. Lors de la désignation de la tête de liste, lors du début des questions d'ordonnancement dans la liste, on s'est senti un peu sous-représenté, bon, pas représenté, on avait un peu que des miettes, parce qu'on n'était pas partie d'une organe, et donc on ne parlait pas d'une seule voix. Et donc c'est à ce moment qu'on a décidé de monter un groupe dans Archipel qu'on appelle l'îlot citoyen. Donc l'îlot, parce que l'Archipel, tout ça, citoyen, ben voilà, on s'est accaparé de citoyens, mais évidemment tout le monde est citoyen. Il fallait qu'on se structure, sinon on n'avait rien à voir, nous les non-mandatés. Donc on s'est organisé, on a joué le jeu politique, parce que les partis, eux, ils bossaient quoi. Enfin, ils parlaient d'une voix, ils négociaient entre eux des trucs et tout, enfin, désolé. Mais non, donc ça a été conflictuel aussi. Vraiment, comme l'a dit Hélène, on y a laissé des plumes
peut-être au dépend de la campagne vers l'extérieur. Enfin, je pense que vous, si vous étiez diplômé à l'époque, vous entendiez parler des petites époques en interne à l'archipel. C'était là, ça ne va pas te cacher. C'était dur, mais en vrai, c'était chouette parce qu'on pouvait très bien se taper dessus à 3h du mat au Winger parce que le machin il est en numéro 8 sur la liste et en fait il fallait qu'il soit numéro 6. Mais en fait, le lendemain, on était tous au charbon pour redégager nous-mêmes. Bon, après, évidemment, il y a eu le Covid, etc., qui a fait tout ça. Il y a eu, alors pour ma part, moi j'étais éligible initialement, mais étant peut-être un peu maximaliste, j'ai un peu mal vécu les négociations d'entre-deux tours et j'ai décidé ça ne me ressemblait plus. Les compromis qui sont nécessaires, c'est super d'avoir le courage de les faire. Moi, je n'ai pas pu le faire, donc je me suis laissé glisser. Il y en avait d'autres plus motivés que moi pour bosser avec l'EPS, en gros. Et donc, voilà. Donc, moi, je me suis arrêté là, très triste, et puis l'aventure continue. Faites mieux, comme je disais certains. Je ne sais pas à quoi va ressembler la campagne cette année, enfin l'an prochain, mais il va falloir beaucoup d'énergie parce qu'à mon avis, ça va être encore plus dur. Voilà, donc bon courage à ceux qui feront partie de l'aventure au front et derrière, parce qu'il n'y a pas que les candidats qui bossent. En fait, les candidats qui n'en font pas une, c'est plutôt derrière que ça bosse, les Raphaël et les compagnies. Voilà. Donc merci à tous, merci aux gens dans l'ombre qui nous permettent de faire cette aventure. Voilà. Ça donnait le droit d'être directement sur la liste électorale de premier tour. Archipel citoyen. Et c'est l'élu idéal si tu veux. C'est une blague. Bah, j'ai cru que c'était une plaisanterie, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, moi, maire de Toulouse, voilà. Mais voilà, j'ai pas cru. Du coup, je lis le courrier, je l'ai mis de côté. Ça m'intéresse pas, en fait, la politique, ça m'intéresse pas. Ça m'intéressait pas, mais voilà, avec ce mouvement, oui, ça a réveillé quelque chose en moi. Je me dis, oui, pourquoi pas s'engager. Jamais, voilà, il ne me sera passé par la tête que je puisse un jour être candidate sur une liste électorale, voilà. Et, voilà, c'est chouette pour moi. Ouais. On est tous unis autour de valeurs communes, des valeurs qui sont la démocratie par les habitants, des valeurs qui sont la justice sociale et solidaire, le vivre en commun et évidemment la transition écologique. Je vous invite donc d'ores et déjà à accueillir Anan Marzouki, qui est une des tirées au sort. En septembre, j'ai reçu chez moi 2 militants d'Archipel. Ils m'ont parlé du mouvement. La démarche m'a séduite. Avec le soutien de mon mari, 3 jours après, j'ai dit oui. Je croyais que c'était réservé qu'aux spécialistes de la politique. Jamais il ne me serait passé par la tête que je puisse un jour être candidate sur une liste municipale. Vive Archipel citoyen, vive Toulouse. Quand j'ai vu la salle pleine, j'ai failli m'évanouir. Je suis quelqu'un de timide et je n'ai jamais fait cet exercice. Mais quand ils m'ont demandé de le faire, j'ai dit allez, j'ai vu cette expérience à fond jusqu'au bout. Mais voilà, après, voilà, c'est la réaction des gens et, voilà, qui sont venus me voir, qui me disent que c'était top. Voilà, j'ai dit, c'est ça la politique en fait, ça touche les gens. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Eric, et donc j'ai été tiré au sort sur un liste d'archipel citoyen en 2019. Bon, alors, moi, ça va remplir beaucoup de CDR, en fait. J'ai reçu le courrier, je ne savais pas ce que c'était, j'ai vu que c'était une blague d'un élu, qui, voilà, j'ai connu un peu ce qui vient des articles qui me parlent, bon, c'est intéressant, et puis j'ai posé le courrier sur le bureau, et j'ai laissé le courrier, comme ça, en disant, je verrai ça un autre, c'est des parents. Et bien, après, j'ai vu, sur un article de l'IPES, une conférence de presse d'architecte citoyen, il a dit tiens, c'est vrai, c'est eux qui modifient. Donc, j'ai bien contacté, j'ai fait des contacts et c'est sympathique dans cette aventure. Alors, pourquoi est-ce que c'est sympathique dans cette aventure? C'est vrai que ce qui m'a plu avant de marcher architecte citoyen, c'est que moi j'ai toujours été électeur de gauche. Et j'ai toujours, comme beaucoup d'électeurs de gauche, été complètement dégoûté par cette faculté incessante dans les partis de gauche à se tirer dans les pattes, à se taper dessus.
en permanence plutôt que de taper sur déjà 2 minutes, tu le en plus. Plutôt que de taper sur le temps d'en face et plutôt que de proposer des projets, des choses qui parlent. Donc là, je me suis dit, bien, on va partir de gens intelligents, ils proposent également, voilà. Et donc, je les ai rejoints et j'ai été par exemple à la finale de ma vie, j'ai été dans les 16 premiers de ma vie, je suis conseiller municipal, j'ai eu la chance en tant que conseiller municipal en tant que membre de l'opposition. Donc, c'est une super expérience. C'est super frustrant aussi, parce qu'on voit des choses, enfin, on voit la politique à l'intérieur, franchement, il y a des fois, c'est pas pour avoir du tout. Mais après, ça fait une expérience fantastique, et c'est vrai que ce qui est super intéressant, c'est le tirage au sort, parce que, comme on l'a dit à Anne, ça permet de toucher toutes ces catégories de gens. Ça permet de toucher des gens qui n'auraient jamais imaginé pouvoir faire de la politique. Alors après, il y a l'inconvénient, enfin, le regard de la chaîne, c'est vrai que les gens qui vont se courrier, et 8 courriers envoyés, on a eu 9 personnes qui ont répondu au tirage au sort, donc je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit qu'en fait c'est une erreur, ce courrier c'est pas pour moi. Donc ça veut dire que si jamais l'expérience du tirage au sort est beaucoup vite, ce que j'espère, parce que je sors vraiment il faudra communiquer davantage dessus en disant que c'est déjà arrivé, ça marche. Bon après, le tirage au sort, l'inconvénient c'est qu'on peut tomber sur le leader, sur le truc, ils ont un peu de box, on est sur moi. Mais voilà, je suis un peu content que ça peut marcher, ça peut arriver, à être conseiller municipal, à défendre des dossiers, à être sincère, à mettre son engagement, tout ça, la force dedans, dans la gueule, parce que les clubs dingues sont plus grands, mais c'est des professionnels de la politique qui font une tire dessus. Et ils marchent pas la l'eau. Mais voilà, c'est une expérience super intéressante que je conseille à tout le monde. Et par contre, moi, j'ai des événements, je me retrouve dans la table. Donc, moi, je profite de mon mandat qui reste jusqu'à la portée des autres éventuellement et transmettre pour les. Merci. Moi, j'étais passionné pour le cheville ouvrière de la campagne. Et du coup, pour vous dire quelques mots de cette campagne, le premier truc qui m'a marqué, c'est que dans la campagne, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'expérience. C'était leur 10e campagne, et puis des gens qui étaient complètement néophytes comme moi, et qui découvraient complètement ce qu'est une politique. Et du coup, évidemment, de temps en temps, ça a fonctionné, et parfois un peu fort. Et en même temps, c'est ce qui a fait la richesse et la diversité des profils, c'est ce qui a fait la dynamique et le groupe particulier de cette campagne. Le deuxième point, c'est que moi j'ai réalisé que une campagne électorale, c'était avant tout un grand exercice de communication, parce que la plupart des électeurs, ils décident 2 heures avant. Et parfois, nous, on s'est un peu perdu. On a fait un programme pléthorique avec 600 mesures, on a passé beaucoup de temps à y travailler, et puis derrière, on a passé beaucoup de temps à essayer de synthétiser pour communiquer. Et tout ce temps-là, en fait, on ne passait pas sur le terrain et essayer de convaincre les gens de voter pour nous. Mais si c'était à faire, je pense qu'il faut vraiment un effort d'aller faire simple et efficace et d'aller sur le terrain. Et puis le dernier point qui m'a aussi marqué, c'est une campagne, c'est vraiment un rythme complètement effréné. Et on a l'impression d'être sur un tapis roulant qu'on ne peut jamais arrêter, donc on ne peut pas descendre. Moi j'avais plutôt l'habitude des projets aéronautiques où en fait l'échéance elle décale tout le temps. Là l'échéance elle ne décale pas. C'était le 15 mars et c'était le 15 mars. Bon, alors, il y a eu des circonstances exceptionnelles. Mais, voilà, on est pris dans ce flot, on est toujours en retard d'un temps, on a l'impression de courir après la machine. Et la réflexion, c'est de se dire, voilà, si c'est à faire, là aussi, il faut essayer d'anticiper au maximum. Et s'y prendre, on n'est jamais assez près en fait, pour se lancer dans une campagne. Donc tout ce qu'on peut essayer de faire en amont, c'est du bonus. Et donc on a la chance là d'être un peu plus d'1 an avant l'élection. La campagne officielle elle démarrera vraiment en septembre. Donc on se dit à ce temps-là, pour apprendre à travailler ensemble, à faire connaissance, à tester des idées, et il faut vraiment le mettre à profit. Voilà, je vous remercie. J'étais en tête de liste à Chicago Citoyen en 2020, aujourd'hui, conseiller municipal et métropolitain à Toulouse. Alors, ce que j'ai aimé, moi, dans l'architecte citoyen, c'est d'abord d'avoir réussi à fédérer les forces politiques des partis avec les citoyens. Et je crois que c'est quand même une des grandes forces de cette aventure. Et là, ça me paraissait indispensable. On n'aurait pas pu imaginer, à mon avis, une telle dynamique
avec seulement une vie citoyenne, et aussi, je pense, que la dimension citoyenne a donné de l'élan à la vie politique. Ça a été quand même incroyable aussi, ce côté participatif, ça a créé aussi des relations d'énergie sur le terrain, c'était inspirant. Inspirant aussi, ça a été auprès d'autres villes, j'avais envie de noter ça, parce que j'ai aimé l'archipel citoyen. L'avance qu'on avait prise en ayant commencé en 2017 a permis d'inspirer d'autres. Localement, par exemple, à Cuyo, et à Cuyo, c'est victorieux, mais nationalement, dans d'autres grandes villes, je pense à Tours ou à Poitiers, qui ont été largement inspirés d'archipel citoyen, et on a vu des histoires en Europe. Et enfin, je mettrai en avant, ça va être dit encore, le programme démocratique, qui pour moi était vraiment la poubelle de notre programme riche, comme ça a été dit, d'être trop riche. Et c'est important, ce qu'on a apporté, c'était entier, c'est-à-dire penser la formation, l'information jusqu'à la décision et le contrôle. Souvent, la démocratie participative, on pense outil de participation, mais pour moi, les piliers de la formation et de l'information sont essentiels et de la bien portée. Sur les points de vigilance, sur le processus de construction d'analyse, qui ont régulièrement des choses à revoir, je pense au jury qui est quand même assez élitiste, il va de mieux avoir un bac plus 5 que ne pas avoir de formation pour passer cette épreuve. L'auto-ordonnancement qui est quand même un moment assez destructeur, ça a été dit, je ne vais pas insister là-dessus. Et aussi, ça a été parfait, donc je n'insisterai pas, le fait de passer beaucoup de temps en interne, il ne faut pas que le processus soit une fin en soi, ça n'est qu'un moyen. Et la finalité, c'est bien qu'on emmène sur le terrain à aller voir les électrices et les électeurs. Et donc, en conclusion, je dirais peut-être qu'il y a des choses qui ont été trop loin de subversives, mais en même temps, c'est l'expérience pour en tirer des leçons positives et négatives. L'intention démocratique me paraît toujours essentielle. Et le conseil que je donnerais, c'est toujours l'oubli, on évite de l'oubli, il ne faut peut-être pas prendre les règles du jeu de foot. Donc, pour se donner des chances de gagner, il ne faut quand même pas oublier les règles du jeu de normal. Et pour moi, quand je vois, il sera aussi d'arriver à rassembler largement toutes les forces de gauche et citoyennes pour gagner, pour faire en sorte que l'essai que nous avons fait en 2020 soit transformé en 2026 pour gagner. Bonjour, je suis j'étais référente sur le cercle des programmes et sur la liste. Donc en fait, sur le programme, en fait, comme c'est expliqué par Raphaël, ça représente énormément de travail en dehors du travail, les gens travaillent en full dans le simple programme, il y avait plein de aussi pollutions spécialisées dans les thèmes particuliers, le sport, l'urbanisme, l'agriculture, l'économie, le sport, l'éducation. Et donc, les groupes se réunissaient pour travailler et ensuite ils présentaient leur travail à la commission du programme. Donc, en général, il y avait très peu de postulés qui étaient. Donc, il n'y avait pas de consensus général. Et quand ce n'était pas le cas, quand c'était les gens qui n'étaient pas d'accord, on discutait jusqu'à ce qu'on trouve un consensus. Sinon, on mettait ça à un grand cercle et on allait chercher la version définitive de manière la plus large possible. Donc, comme l'a dit en fait, c'était très riche. Donc, l'avantage, c'est que ça devient quelqu'un, ça devient déjà une base pour savoir quoi il veut. En fait, je suis d'accord avec cette idée qu'on a passé trop de temps, d'autant qu'on était un peu confrontés à notre contradiction, puisque le programme démocratique explique qu'on va co-construire notre programme avec les habitants quand on sera élu. Donc, l'essentiel, c'est quand même d'être élu d'abord. Donc, du coup, au niveau des enseignements, du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut beaucoup insister, évidemment, avec tout le monde, on sait que c'est pas conservé, sur la partie démocratique et beaucoup dénoncer les pratiques de communal, parce qu'en fait, nous, on est au courant, parce qu'on a nos copains qui nous en parlent de comment ça se passe au conseil municipal, mais la plupart des gens ne savent pas à quel point c'est violent et à quel point c'est opaque. Quand il y a des déclarations sur les sujets, les gens de l'opposition n'ont pas les informations.
On a eu le cas sur les médias sociaux, de violences extrêmes. Et donc, j'insisterai toujours dans la campagne sur la dénonciation de ce que fait l'Iran dans ses pratiques, aussi par rapport à la démocratie et puis sur les réseaux sociaux. Merci. Qui ressort aussi beaucoup de l'ensemble du réseau des citoyens participatifs, ce qui est le seul vraiment ce qu'on veut transformer, c'est le rapport à la démocratie. Pour ça, faire la démocratie, c'est pas un truc qui est forcément inné. Le premier travail qu'on a fait dans la liste, c'était de questionner un peu qu'est-ce qu'on attend d'un élu. C'est quoi, on a mis plein d'ateliers dans cette espèce de quoi sur ça, à quoi ça devrait servir un élu et qu'est-ce que vous attendez de vos élus. Souvent, on se pose pas trop la question. Et il y a plein de. C'est hyper facile de voir ce qu'on n'aime pas dans les pratiques des politiciens et des élus. On cherche à enlever de la place de pouvoir. Mais voilà, essayer de faire ce travail-là de c'est quoi qu'on attend et pourquoi ça. Parce que si on veut vraiment faire la démocratie, il y a un besoin de transformer notre rapport au pouvoir. Un des premiers trucs qui ressort fort, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir des relations patriarcales de l'exercice du pouvoir pour basculer vers quelque chose qui est plus ouvert, qui est plus collectif et qui permet qu'on travaille dessus. À côté de ça, pour bâtir le travail du programme démocratique, c'était on a envie de faire de la démocratie, de partager le pouvoir avec les habitants, et du coup d'assurer que sur certains sujets, c'est pas une équipe d'élus qui va la trancher et arbitrer, mais qu'on accepte de partager le pouvoir aussi avec des habitants qui vont venir se former et travailler avec la mairie. Et du coup, pour ça, on a réfléchi au concept d'assemblée citoyenne décisionnaire. L'idée, voilà, c'était sur certains sujets donnés, de faire travailler ensemble des habitants, des élus, des agents de la ville, et de leur donner une capacité de décision sur ces choses-là, et que les élus du mouvement s'engagent à reprendre tel quel ce qui ressort de ce travail opérationnel. On n'a pas pu le tester, mais heureusement, il y a plein d'autres villes en France qui ont vu tester et expérimenter des choses hyper chouettes par rapport à ça. Et on verra peut-être un petit aperçu tout à l'heure. Donc, Saillon, 1500 habitants. Tougargel, 15 000 habitants, le PV était bien interprété. Grenoble, 150 000 habitants, et Barcelone, 1,5 million. Donc, dans chacune de ces villes, la démocratie, on l'apporte de manière différente. Donc, il faut le penser différent. On peut être très radical à Saillon, on peut être de manière différente à Barcelone. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre les habitants au cœur du dispositif. Et donc, du coup, il ne faut pas penser qu'à la décision, il faut penser le processus démocratique dans son ensemble. Et donc, pour moi, une chose importante, c'est la partie se former et s'informer, c'est vraiment de permettre aux gens de se légitimer et de pouvoir prendre part à l'acte de la démocratie et d'être vraiment dans ce projet. Donc, après, proposer, en tout cas, je fais quand même pas trop de temps, mais je veux une petite idée. On a un atelier juste après pour en parler, si ça intéresse, ça se parle avec Dieu. La décision, effectivement, c'est vraiment des endroits spécifiques, comme si on avait pensé en termes d'enseignement citoyen décisionnaire. Et effectivement, le contrôle va mettre en place des contrôles de pouvoir citoyen pour s'assurer la bonne gestion de la municipalité. Alors, si on va au-delà de 2020, il se projette un petit peu de ce qui se passe après 2020 et après l'expérience à Toulouse. Il y a d'autres choses qui sont faites partout en France. Déjà, il y a une soixantaine de listes qui ont gagné. Il y a Puyo, il y a des Castanet, même si ce n'est pas sur la même agglomération. Il y a même pour des projets de gens qui étaient dans la liste des archipels en 2020, qui sont maintenant ailleurs et qui vont peut-être monter des projets. On pense à Romain Jeanne à Gaillac ou Sébastien Domidin et Jeanne-Marie Held à Rive-Ouest. Donc il y a des choses qui se passent. Il y a également un réseau de ces communes qui s'est créé, donc le réseau Action Commune, le réseau des communes et collectifs participatifs, le archipel commun avec les membres. Là, tout le monde à droite, c'est les sites internationaux qui ont pu avoir pour ici modernisé, on est à peu près 600. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font, et également tout ça, donc ce réseau d'action commune a été initié à la base par Fréquence Commune, je vais laisser Jonas parler. Fréquence Commune, en deux mots, c'est une coopération qui s'est montée pour aller soutenir les équipes participatifs qui ont gagné dans l'appropriation du fonctionnement municipal sur des bases collectives et pour mettre en place des démarches de démocratie délibérative et de démocratie directe.
Et du coup, j'ai des copains qui sont achetés pas les Toulouse qui sont venus chercher en mode tu viens nous aider à soutenir ce qu'ils ont gagné. Donc depuis quelques temps, je suis là-dedans. On a notamment monté un groupe d'une vingtaine de personnes pour aller soutenir toutes les listes citoyennes participatives qui se relancent là, en 2026. Et à les accompagner, à se structurer et à transmettre par les apprentissages aussi qu'on a mis en discussion dans le réseau là, sur ces 5-6 dernières années. Et petit exemple, moi j'étais à Carcassonne, à Montpellier, 2 week-ends derniers, parce qu'il y a des dynamiques de listes participatives qui se remontent. Il y a une quarantaine de listes qui nous ont demandé pour qu'on vienne transmettre les choses. Et ce week-end, j'étais à Poitiers pour animer une assemblée citoyenne décisionnaire. C'est la 2e édition. On va vous montrer peut-être un petit extrait de ce qu'ils vont lancer. Et les 2 derniers sujets qui ont été traités, du coup, à chaque fois, c'est une assemblée qui dure sur 1 an. Le premier sujet, c'était sur les incivilités dans l'espace public. Et du coup, là, c'était des habitants, des élus et des agents qui ont travaillé pendant 1 an sur ce sujet pour aboutir à des conditions. Et cette année, l'Assemblée travaille sur